bonjour à vous, bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. Nous y sommes, ça y est, une autre séance, ça avance. On a au moins la moitié du chemin de fait. Ça va, j'espère pour vous que ça se passe bien dans ce curieux cours d'éthique. Vous, passionnés d'éthique, qui aurait cru en plein été que vous soyez à ce point passionné pour remplir les forums, je vous le dis, les forums, là, ça brûle, ça explose, c'est compliqué à gérer, à tout lire. Vous en parlerez à Valérie qui fait ça pour la première fois avec moi. Il y a de l'action, je dirais, sur ces forums. C'est sûr qu'à 250, quand tout le monde a un minimum de 10 contributions à faire, c'est sûr que ça stimule les troupes. Mais c'est impressionnant à voir là, comment, d'une part, comment vous contribuez souvent, fréquemment, intelligemment aussi, mais comment l'outil n'est pas très bien, pas très bien ajusté, je dirais, à ce volume-là. C'est une somme de contributions en ordre chronologique, là. C'est un peu triste à voir comme outil, mais je dirais que le contenu, lui, est très intéressant. Il y en a plusieurs qui font de très belles contributions rigoureuses, synthétiques. Il y en a qui se risquent dans des schémas, des synthèses, des résumés. C'est super beau à voir, en fait. Si tous les forums ressemblaient à ça, là, étaient faits avec autant de rigueur, ce serait un outil là, qui gagnerait, je crois, en popularité. Il y en a plusieurs qui sont ici en ligne. Nous sommes 40 à suivre cette introduction. Il y en a plusieurs qui sont sur le podcast. Je vois là, que les fréquences des podcasts, en fait, il y a un équilibre là, qui se fait, là. Moins j'ai de personnes dans la classe, plus il y en a qui écoutent cette version-là une fois par semaine pour garder le rythme. Encore une fois, c'est le but de tout ça. La semaine prochaine, je vais publier un autre épisode exclusif là, avec un autre étudiant, un autre ancien étudiant là, que j'ai rencontré au cours de l'hiver avant cette damnée pandémie. J'avais une belle discussion avec lui. Vous verrez, là, je vais en faire la publicité la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien aimer. Quelques mots sur le caout de la semaine dernière, parce que certains d'entre vous étaient là. C'était épique, c'était beau à voir, il y avait de l'intensité. C'est plus difficile à saisir à distance, l'intensité. C'est-à-dire que j'ai pas de rétroaction. Je le sais qu'en classe, quand je fais un caout, il y a vraiment une belle énergie, comme disait l'autre. C'est dur même à contenir cette énergie-là, mais je vois qu'en tout cas, à distance, il y avait une belle participation. J'en profite pour remercier et féliciter nos trois gagnants, parce qu'il y a eu des gagnants. Donc, troisième, il y avait William Né-Cassol qui est là aujourd'hui. Bravo pour votre troisième position. Guillaume Poulain, deuxième position. Il est là, lui aussi, en ligne aujourd'hui. Et Marc-Antoine Jacques a réussi à gagner ce caout. Bravo aux trois récipiendaires. C'était beau à voir. Il y avait de la compétition. Puis, c'est quelque chose que j'ai bien l'intention de refaire là, d'ici la fin de la session. Faites-moi signe là, si vous ne voulez pas voir ça, mais pour moi, là, j'ai bien aimé mon expérience. Quelques dates importantes avant d'entamer le cours. D'abord, le TP2. Le TP2, il est à remettre dans 27 jours. Donc, nous sommes le 8 juin et la remise est le 5 juillet. Donc, ça vient vite. C'est même pas un mois. Donc, si vous vous réunissez seulement les week-ends pour travailler, il ne reste plus grand jour là, pour mener à terme ce TP2. Donc, je me permets de vous donner quelques indications supplémentaires. En fait, j'ai déjà dit ces instructions-là sur les commentaires audio que je vous ai livrés avec les corrections de votre TP1, mais je me permets quand même de les répéter aujourd'hui. D'abord, avant toute chose, ce serait important de partager votre document avec Valérie et moi. Peu importe le document, là, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont sauté dans Teams cette session-ci, mais Google Docs, ça fait partie des outils qui sont privilégiés, mais Teams aussi. L'important, c'est qu'on puisse avoir accès à votre fil de discussion, à vos documents partagés. Donc, envoyez-moi tout ça à moi et à Valérie, s'il vous plaît. J'ai encore des problèmes avec
4 équipes que je me permets de mentionner sans mentionner les noms pour éviter de stigmatiser des étudiants, là, mais l'équipe Z1, Z22, Z35 et Z43. J'ai encore des problèmes à avoir accès à vos documents. C'est peut-être de ma faute, mais je ne pense pas. Donc, faites-moi signe. Puis, rapidement, là, de façon à ce que Valérie et moi, nous puissions commenter, regarder, éditer au besoin, vous faire des suggestions. Donc, ce serait le moment. C'est maintenant ou jamais dans votre cas. Faites ça rapidement. Donc, le TP2 maintenant. Quoi faire avec le TP2? Je me permets de répéter quelques-unes des instructions. Donc, le TP2, d'abord, c'est la grille d'analyse. Donc, vous prenez la grille d'analyse de Legault. Vous prenez le TP1 que vous m'avez savamment rédigé, puis vous essayez de passer à travers cette grille. C'est simple, c'est une grille, on remplit la grille, on essaie de répondre du mieux qu'on peut aux différentes questions qui sont posées. Et tranquillement, vous allez décortiquer votre problème. J'en ai déjà parlé la semaine dernière. Ça, c'est la première étape en groupe. Vous pouvez vous séparer les étapes, là, mais je vous le dis, c'est pas bon pour votre étude. Ça ne vous permet pas de vous approprier l'entièreté du document. Donc, essayez au moins de faire ça en groupe. Je sais que c'est un peu plus long de travailler en groupe, là, mais que chacun puisse voir c'est quoi les différentes sous-étapes, voir comment vous pourriez répondre à chacune des questions de ces étapes et sous-étapes de la grille. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, une fois que vous avez passé à travers cette grille, vous allez rédiger votre rapport décisionnel. Donc, c'est un rapport qui rend compte de votre décision. Donc, typiquement, je vous ai demandé de faire un contexte où vous avez une décision difficile à prendre, vous devez rendre cette décision-là, la communiquer, et c'est ce rapport-là que je veux. Donc, une fois dans votre vie, j'en discutais encore avec un ami hier à 2 mètres de distance, évidemment, un ami ingénieur qui travaille dans une grande firme, me disait que c'était impressionnant comment que les rapports, les ingénieurs, mais je dirais que les professionnels en sciences et génie, ce n'est pas votre tasse de thé, ce n'est pas une compétence que vous maîtrisez. Or, vous allez en faire plusieurs. Hein. Écrire des rapports. Dire ce que vous pensez d'un problème technique, ici c'est un problème éthique, là, mais dire ce que vous pensez synthétiquement, clairement, avec des phrases simples, précises, rigoureuses, c'est là-dessus qu'on travaille là, dans le TP2. Donc c'est pour ça que Valérie et moi, on s'investit, puis depuis que je donne ce cours, mon objectif, c'est toujours de vous aider à bonifier, à améliorer cette compétence-là. C'est une compétence sur laquelle vous ne travaillez pas assez et c'est une compétence qui va vous distinguer de la plupart de vos collègues. Si vous savez lire, écrire des rapports, je vous le dis, c'est une richesse, c'est une rareté, c'est une précieuseté. Donc, prenez-en grand soin et travaillez. Prenez le temps de travailler sur cette compétence cette cette session plutôt. Donc, le rapport en question, c'est un rapport décisionnel. En gros, vous expliquez à votre destinataire c'est quoi votre décision. Donc, vous aviez un problème dans le TP1, dans le TP2, vous nous expliquez c'est quoi votre décision. Donc, le rapport, la première partie, c'est un petit résumé de votre problème. Salut, blablabla, voici notre résumé du problème. Le problème qu'on a rencontré, ça se passait comme ça. Donc, en gros, c'est un copier, modifier, coller de votre TP1. Hein. Si vous aviez des ajustements à faire, c'est le moment de les faire. Si je vous ai demandé des corrections, c'est le moment qu'elles apparaissent là. Ensuite, après avoir résumé votre problème, vous dites votre décision. Donc, on avait tel problème. Notre décision, c'est clac. Hein? Une vraie décision simple, précise, clairement annoncée. Et ensuite, vous allez expliquer pourquoi votre décision, c'est la meilleure au monde ou presque. Donc, peut-être pas la meilleure au monde, mais quel est le rationnel, quels sont les arguments sur lesquels vous vous êtes appuyé pour prendre cette décision-là. Hein, les arguments, vous allez les puiser dans la grille. Si vous avez fait votre travail, donc vous allez voir à travers votre analyse qu'il y a des conséquences qui sont plus importantes que d'autres dont vous devez tenir compte, qui influenceront votre décision. Il y a des normes, des règles, un cadre qui peut influencer votre prise de décision, des lois qui influenceront votre décision. Et ça, vous les expliquerez pourquoi vous avez tenu compte de telle loi, telle règle, etc. Et enfin, un argument sur les valeurs, donc montrer comment votre décision
s'inscrit en concordance avec les valeurs de votre employeur, les vôtres, les valeurs de votre ordre professionnel. Donc, tout ça, ce sont des exemples d'arguments où vous essayez d'étayer pourquoi votre décision est la meilleure. Et je vous le dis, même si ça vous paraît un peu abstrait, tout ça, après avoir passé à travers la grille, vous allez voir, les arguments vont émerger. Il faut que ça reste simple, tout ça. Ce n'est pas une thèse que je vous demande d'écrire. C'est une prise de décision avec quelques arguments rigoureux. Je ne veux pas d'opinion. Moi, je pense que je pense que je pense. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi, sur quoi ça s'appuie, cette décision-là. Et à travers la grille, là, vous allez trouver toutes sortes de pistes. Donc, vous divisez aussi votre argumentaire. Typiquement, chaque argument, c'est un paragraphe, peut-être. Moi, je vous suggère cette structure-là. Essayez de vous habituer déjà à structurer vos écrits, un argument, un paragraphe. Ça me semble tout à fait honnête. Ou en tout cas, si vous avez 3 arguments, 3 parties, là, vous pourrez les sous-diviser si vous voulez. Mais au moins, il faut que ça ait une structure. Pensez à réfuter aussi, j'en parlais un peu avec un de vos collègues lorsque j'ai fait un dépannage pour une équipe. J'ai rencontré une équipe à l'extérieur via Zoom, je pense, que j'avais rencontré. C'est important de prendre le soin de réfuter aussi les arguments contradictoires. C'est-à-dire que quand vous allez prendre votre décision, il y a des arguments qui contredisent votre décision. Et lorsque vous allez argumenter, c'est important de ne pas faire comme si vous n'aviez pas tenu compte des arguments contraires. Donc, de dire, nous, on a une bonne décision, puis voici nos arguments principaux, 1, 2, 3. Puis là, il faut se plonger à la place du lecteur qui, lui, va se dire, oui, mais 1, 2, 3, tu n'as pas pensé à l'argument contradictoire X. Mais cet argument-là, là, important, là, contradictoire, vous devez en tenir compte. Donc, c'est pas juste complaisant en choisissant les arguments qui font votre affaire, mais aussi, vous pouvez penser à un argument qui contredit votre décision. Donc, s'il est vraiment important, cet argument-là, vous devrez en tenir compte, en rendre compte, et surtout, là, ici, c'est là où la mise en œuvre de votre décision, à la fin de votre rapport, vous allez aussi expliquer la mise en œuvre, mais ça serait important. D'expliquer comment vous allez réduire l'impact de cet argument contradictoire-là. Donc ça fait partie de ce style qui est l'argumentation. Donc voici mes principaux arguments. C'est sûr que mes contradicteurs diront cet argument, mais j'ai pensé à quelque chose dans la mise en œuvre pour réduire l'impact et les conséquences de cet argument-là. J'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, de ne pas être seulement complaisant, juste les licornes, là, on voit juste notre argumentaire, puis on efface tout ce qui pourrait contredire notre argumentaire. Non, s'il y a des arguments importants, contradictoires, vous en tenez compte, mais vous réduisez leur impact dans la mise en œuvre de votre décision. Donc, l'argumentaire, c'est un peu ça, ce à quoi je m'attends. Quelques arguments principaux. Tenez compte aussi des arguments contradictoires, réduisez leur force, leur ampleur dans la mise en œuvre. Et à la toute fin du rapport décisionnel, habituellement, ça s'accompagne de recommandations. Donc, expliquez qu'est-ce que vous auriez pu faire pour éviter ce genre de décision, qu'est-ce que votre organisation aurait besoin de faire pour éviter que d'autres comme vous se retrouvent face à ce problème. Quel type de ressources vos collègues auraient-ils besoin pour résoudre plus aisément le problème que vous avez rencontré. Donc, ce type de recommandation-là, c'est assez classique, je dirais, dans un rapport. Donc, vous expliquez en résumé. Donc, vous expliquez, 1, le résumé de votre TP1, 2, votre décision, votre argumentaire, la mise en œuvre de votre décision et à la fin, quelques recommandations. Ça ressemblerait à ça, votre TP2. Donc maintenant, je me suis permis de l'expliquer. Vous y êtes presque. Dans les prochaines semaines, c'est ce sur quoi vous devriez travailler. Le TP2 là, et le TP1, j'ai essayé de les concevoir pour qu'ils soient utiles et pratiques. Je vous invite à rester avec ça en tête. Quand vous allez rédiger votre TP1 ou TP2 plutôt, c'est pas un ouvrage abstrait de philosophie, d'éthique appliquée. C'est un rapport décisionnel. Les outils que je vous ai donnés, c'est pour faciliter votre prise de décision, la documenter, la décortiquer, votre prise de décision, mais à la fin, il faut que ça reste concret, utile, comme si vous écriviez vraiment
à un supérieur, à une des parties prenantes qui sera impactée par votre décision. Donc, c'est dans cet esprit-là que je veux que vous fassiez le rapport. Comme si vous y étiez vraiment face à ce problème, comme si vous y étiez vraiment, si vous étiez à rédiger un rapport décisionnel. Avec la même rigueur, la même efficacité, l'utilité rattachée à ce genre de rapport. Et vous serez en équipe. Je pense que c'est le principal défi pour vous. Travailler à distance en équipe, déjà, c'est compliqué. Travailler en équipe à distance, c'est encore plus compliqué. Dans un cours d'été, c'est encore plus compliqué. Mais ça reste que, vous le voyez, c'est d'autant plus vrai en ce moment. Le travail d'équipe, c'est comme ça que ça se fait en ce moment. Avec toutes les difficultés, les misères associées à ce genre de travail. Tout le monde en fait en ce moment, là, de rédiger des choses, de faire des projets en collaboration. On se rejoint en Zoom, n'importe comment sur Teams, il y en a plusieurs d'autres outils. Là. On essaye de faire notre possible pour produire en équipe. Hein, le scientifique seul dans sa haute tour d'ivoire là, qui résout tous les problèmes du monde, il y en a peu. Il y en a peu. Hein? La plupart, c'est en équipe avec les grandeurs et misères du travail en équipe. En même temps, c'est une belle occasion pour vous de rester en contact avec d'autres, des proches, des étudiants, étudiantes. Donc, c'est quelque chose qui vous manque. Bien, profitez de ces travaux d'équipe-là pour rester en lien avec vos collègues et votre université. Annonce spéciale. Annonce spéciale. Demain, il y aura une conférence sur Zoom, la conférence de l'Ordre des ingénieurs du Québec, qui, au début de la session, en fait, à chaque session, je m'arrange pour organiser une conférence de cet ordre-là. C'est votre ordre, en fait, pour ceux et celles qui se dirigent vers l'Ordre des ingénieurs du Québec, pour vous, c'est très pertinent. Pour les autres, un peu moins, je dirais. Là. Mais si pour vous, c'est vers cet ordre professionnel que vous dirigez, la conférence de demain pour vous sera importante. J'ai mis toute l'information sur les notes du cours, là, dans la page d'accueil, dans les nouvelles. Vous allez voir l'information concernant cette conférence-là. En gros, c'est l'ordre qui vient vous expliquer, qui vous expliquera sur Zoom qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici l'obtention du titre d'ingénieur plein titre. Donc, la transition entre les études universitaires, les candidats à la profession d'ingénieur, ce qu'on appelait avant les ingénieurs juniors, cette étape-là de juniorat, d'apprentissage du terrain, on va le dire comme ça. C'est là où c'est comme ça que ça devrait se passer et l'ordre va vous expliquer un peu qu'est-ce qui vous attend, c'est quoi le processus, c'est quoi toute la poutine administrative là, qui s'accompagne de tout ça. C'est très concret, un peu plate pour moi parce que ça fait plusieurs fois que j'assiste à cette présentation. D'ailleurs, je ne pense pas que je vais être là demain. Je vais voir si je peux y être, là, mais ça se peut que vous ne me voyez pas lors de ce Zoom. Donc, mais c'est tout à fait pertinent pour vous si vous n'avez jamais suivi cette formation-là, cette conférence-là. Pour vous, ce sera très pertinent. Si vous la manquez, bien, il y en aura une autre à la prochaine session, je vous rassure, et à l'autre session, et l'autre, et l'autre. Typiquement, là, c'est au moins 3 fois par année qu'on fait ce genre de conférence. Donc, je vous invite demain, mardi, à 9 h sur Zoom. Pour toute l'information, allez voir sur la page d'accueil de l'ENA de ce cours et vous aurez l'hyperlien, puis l'hyperlien pour aller sur la séance Zoom en question demain. Voilà. Il y a un numéro de téléphone aussi si vous voulez vous brancher par téléphone. OK. Le thème d'aujourd'hui, c'est le conflit le conflit de ce qu'on appelle de loyauté multiple. C'est comme ça qu'en éthique appliquée, on nomme ce genre de problème. Si vous cherchez de la littérature un peu plus scientifique, c'est via cette expression que vous allez trouver de la littérature, donc le conflit de loyauté multiple. En gros, c'est le fait que dans l'exercice de votre profession, vous allez souvent œuvrer avec 2 chapeaux. Hein? C'est pour ça que moi, j'aime plutôt l'appeler le problème des 2 chapeaux. Ça me semble assez concret. Comment faire tenir 2 chapeaux sur une seule tête, la vôtre?
D'abord, d'une part, le chapeau d'employé, salarié. La plupart d'entre vous, vous allez avoir un salaire, vous allez être encadré par un contrat de travail. Et d'autre part, deuxième chapeau, vous allez être encadré et régi par un ordre professionnel, exercer une profession. Vous allez être encadré par un code de déontologie professionnelle. Donc ça, c'est les deux principaux chapeaux qui, parfois, ils s'inscrivent en concordance, c'est-à-dire que votre employeur vous demande à peu près la même chose que ce que votre ordre professionnel vous demande de faire, mais parfois, certaines tensions se mettront en place entre ce premier chapeau, qui est celui de votre employeur, et celui de votre ordre professionnel. Donc, cette double allégeance, d'une part à votre employeur, d'autre part à votre ordre professionnel. Comment résoudre ce genre de problème? On est exactement dans les thèmes du cours. Je vous pose quelques questions avant de vous expliquer un petit peu ce qui vous attend dans le module 8. Quelques questions. Pourquoi je vous pose souvent des questions? Vous savez, dans un cours de philo ou d'éthique, on pose, même un prof en général, pourquoi on pose des questions en début? Là, c'est juste pour vous donner le goût d'avoir les réponses. Hein. Il y a certains profs qui donnent moins dans la question et qui se dépêchent de se lancer dans une longue réponse à une question qu'on ne comprend pas trop. Donc, moi, je préfère d'abord poser des questions, créer c'est une espèce de manque, un besoin, puis après ça, essayer de combler ce manque via le contenu que je vous ai préparé au module 8. Je procède de la même façon avec le cours. Hein. D'abord, créer un manque, un besoin. L'histoire de Karine Duhamel, c'est un peu pour ça que je m'en suis servi au début du cours. Là. Vous faire ressentir ce malaise, ce mal-être même que je dirais. Vous plongez dans une situation où vous vous sentez en grande détresse, un peu comme Karen, en grand besoin. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a vraiment des outils? Est-ce que je peux être à ce point-là en déperdition, en problème? Et est-ce que quelqu'un peut m'aider? Est-ce qu'il existe des pistes de solutions? Puis là, après ça, je dis, ah oui, moi, j'ai peut-être quelques pistes de réflexion, quelques pistes de solutions à vous proposer. Donc, c'est à peu près comme ça que je procède. Et je procéderai de la même façon pour ce module 8. D'abord, en vous posant quelques questions. Disons, exemple, un conflit de loyauté typique, ça pourrait ressembler à un employeur euh, malgré, donc, il y a un professionnel qui dit à un employeur, les produits que vous utilisez, mais ça ne respecte pas tout à fait les règles en matière de santé publique. On n'est pas loin, mais en même temps, le produit en question, il dépasse un peu les normes, puis on devrait arrêter ou on devrait changer notre façon de faire. Puis l'employeur qui dit oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, puis qui retarde à agir. Puis là, vous restez pris entre ce désir-là de respecter les normes en place. Puis cet employeur qui tout à coup semble négliger ces normes au profit de peut-être la sécurité financière de son entreprise. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on fait face à ce problème? Vous devez allégeance à votre employeur, évidemment. Vous avez un contrat de travail. Mais vous avez aussi un devoir d'allégeance envers votre profession. Vous avez fait un serment, vous vous êtes engagé, vous avez un titre. Ce titre fait partie d'un système qui est le système professionnel. Vous avez des devoirs et obligations. Que faire? Autre exemple. Vous travaillez pour une compagnie et le directeur vous demande d'apposer votre sceau et votre signature, ou votre signature peut-être, sur un document. Mais le document a été conçu par d'autres. Vous venez juste de rentrer, puis c'est des documents qui circulent, puis ça a été conçu par d'autres. Mais en même temps, on a besoin de votre sceau, on a besoin de votre signature. Peux-tu signer ici? Oui, mais je ne l'ai jamais vu, ce document-là. C'est pas grave, il y en a d'autres qui sont passés avant toi. Je te jure, ça va bien. Puis c'est toujours comme ça qu'on a fait. Puis là, bon, il me semble que je devrais vérifier quand même le document. Tu me laisses-tu le temps? On n'a pas le temps, arrête de niaiser. Donc, quoi faire face à cette tension?
ben, vous devez allégeance à votre employeur, évidemment, parce que vous avez un contrat, mais vous avez aussi un devoir d'allégeance envers votre profession et vous ne savez pas comment trancher. Autre exemple, votre employeur vous demande de, ça je l'ai vu aussi, puis c'est pour ça que j'en parle un peu dans cette introduction, dans vos TP1, ça ressemble souvent à ce genre de tension-là. Et je vous avertis, dans le module 8 là, que je suis en train de vous présenter, il y a plusieurs pistes de solutions qui vont vous aider à rédiger votre TP2. Si vous avez un conflit qui ressemble là, à ce conflit de loyauté que je tente de vous décrire, pour vous, là, le module 8, ce sera important d'y replonger, notamment lorsque vous aurez à rédiger votre TP2. Donc, autre exemple. Votre employeur vous demande de prioriser la croissance économique. Bon, la compagnie va faire faillite. Ça revient souvent dans vos TP1. Là. Bon, peut-être qu'il y a plusieurs compagnies qui sont à ce point menacées. Et bon, vous devez quand même respecter des normes en matière d'environnement. Puis là, ben, vous êtes contraint, votre patron vous dit oui, les normes d'environnement, c'est bien, mais en même temps, on la dépasse juste un peu. Puis si on tolère, si tu permets de tolérer ce léger dépassement-là, ben, on va pouvoir rencontrer nos échéanciers, puis éviter d'avoir des problèmes financiers. Puis là, vous lui répondez, oui, mais c'est des normes environnementales, il y a des risques si on se fait prendre, puis tout ça. Puis arrête, c'est pas si grave que ça. Donc, vous êtes encore une fois pris avec cette tension envers votre employeur, puis vous devez allégeance à votre employeur. Vous êtes pris avec un contrat de travail, vous avez promis, signé, vous recevez un salaire. Et d'autre part, vous avez votre ordre professionnel, puis vos devoirs et obligations, puis votre petite bague là, que vous avez, votre jonc que vous acceptez de porter depuis cette fameuse cérémonie. Donc, quoi faire face à cette tension? Et quatrième exemple, ben, votre employeur donne à d'autres employés de la compagnie des tâches. Ben, vous n'avez pas le temps de faire des tâches importantes, puis il les confie plutôt à d'autres employés, peut-être des ingénieurs juniors, là, des candidats à la profession d'ingénieur. Il leur fait faire des tâches, mais ces ingénieurs-là ne sont pas encore plein titre. Donc, ils sont en train de poser des actes qui devraient être réservés à des professionnels. Ils sont en train de poser des actes professionnels sans supervision. Vous êtes témoin de tout ça. Puis, vous hésitez. Ben, ça ne devrait pas se faire comme ça. Il y a des normes à respecter, il y a un code de déontologie professionnelle, mais en même temps, d'autre part, c'est votre employeur, vous avez un contrat de travail, vous avez un salaire, vous lui devez allégeance. Donc, vous me voyez là, je radote, mais en même temps, c'est pour que ça soit bien compris, cette tension-là entre les deux. Et que faites-vous? Donc, ça, ces questions-là, elles sont vieilles, classiques, je dirais, depuis le début du système professionnel dans les années 70, ces questions-là se posent. Avant, elles ne se posaient pas parce qu'on n'avait pas ce système-là, le système salarial, puis le système, avant, c'était les honoraires, c'était un système professionnel en soi. Il y avait une vraie différence entre les salariés et les professionnels. Maintenant, c'est un peu mélangé tout ça et ça vous place face à de drôles de situations. Et la question, c'est à qui, hein, à qui devrait aller prioritairement votre allégeance? Parce qu'une question, c'est un peu ça. Hein, c'est pas de dire que votre employeur n'est pas important et que votre ordre professionnel est important. Non, ce qui est important de comprendre, c'est que les deux ont une importance, relative, mais ont un poids, je dirais, dans votre prise de décision qui est à peu près d'équivalent poids. Euh, donc, comment faire face à ces deux pôles, ces deux formes d'autorité qui sont importantes? Vous avez des devoirs et obligations envers un et envers l'autre. Comment peut-on trancher? Et vous allez le voir, dans le module en question, il y a plusieurs façons de trancher face à ce genre de problème. Comment concilier, là, vous avez un état de subordination. Si vous êtes employé, salarié, vous êtes un subordonné. Vous êtes pris avec l'autorité de votre employeur, mais en même temps, si vous êtes un professionnel du même souffle, ben alors vous avez aussi une certaine forme de liberté qui vous permet de critiquer, de résister, de vous distancier face à une demande d'un employeur. Donc, comment faire pour
pour trancher. Mais puis si, en même temps, si vous avez ce genre de problème-là dans vos TP1, là, ben là, exactement, dans le module 8, il y aura plusieurs pistes plusieurs arguments pour vous aider à prendre ce genre de décision-là, à documenter pourquoi vous devriez choisir un par rapport à l'autre ou prioriser un par rapport à l'autre. J'y arrive, mais surtout, je dirais que l'essentiel du module 8, c'est ça, vous donner ces arguments précis pour trancher lorsque vous êtes pris avec ces deux chapeaux. Je vous rappelle les deux chapeaux. Un chapeau, le premier, dans ce chapeau, vous trouverez toutes sortes de choses, les intérêts de votre employeur, la question du contrat de travail, le fait que vous êtes salarié et comme n'importe quel travailleur salarié, vous devez allégeance à votre employeur. S'il vous demande de poser un geste, un geste, pas un crime, là, mais un geste, vous devez habituellement l'exécuter. Et d'autre part, deuxième chapeau, et dans ce chapeau, il y a plusieurs choses. Il y a le code des professions, un code de déontologie professionnelle, un système professionnel. Tout ça est, et au cœur de tout ça, il y a l'intérêt public, la protection du public. Et vous jonglez avec ces deux chapeaux. Tenter de faire tenir ces deux chapeaux sur une seule tête, c'est compliqué. En équilibre, peut-être. Mais parfois trancher. Et encore une fois, dans ce module 8, il y aura plusieurs pistes pour trancher, juger. On en a parlé un peu au dernier cours, dans le dernier module. Juger, c'est justement face à des tensions contradictoires dans ces zones d'incertitude. Vous allez le voir, je vous donne plusieurs arguments dans le module 8. Entre autres, je vous donne la loi. Donc, il y a des lois qui vous aident, qui vous guident à prendre ce genre de décision-là. Qu'en dit la loi? Vous n'êtes pas les premiers à rencontrer ce genre de tension-là. Employeur, ordre professionnel, comment trancher, la loi. Il y a déjà au cœur même de la loi, certaines normes qui vous aident à trancher. La jurisprudence. Allez, ce genre de problème s'est déjà retrouvé en cours. Et des juges ont rendu jugement. Donc, quand on parle de jugement, là, il y en a des juges qui ont décidé c'est quoi que vous devez prioriser. Et pour quelles raisons vous devez prioriser l'un par rapport à l'autre. Donc, dans ces jugements, je vais vous en citer quelques-uns dans le module 8. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence, c'est ça, là, c'est les différents jugements de cour avérés et documentés. Vous allez voir que la plupart des juges vous demandent de choisir plutôt un chapeau que l'autre et les raisons pourquoi vous devez choisir un chapeau plutôt que l'autre. Et là, ici, je ne précise pas trop le chapeau en question, mais vous le voyez venir. Mais surtout pour vous donner les arguments pourquoi vous devriez prioriser le chapeau, un des deux chapeaux. Et finalement, la doctrine. La doctrine, c'est des universitaires comme moi qui réfléchissent sur les lois, la jurisprudence, qui tentent de faire du sens avec tout ça, qui publient des ouvrages collectifs qui résument ce qui se cache, non seulement dans ces lois, dans cette jurisprudence, mais des fois entre les lignes. Donc ça fait partie des 3 pistes d'analyse documentaire que nous allons voir dans ce module 8. Pourquoi prioriser un chapeau par rapport à un autre? Pourquoi choisir plutôt votre ordre professionnel que votre employeur? Allez, ici, je mets encore une question. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi, parce que la jurisprudence, parce que la doctrine. Et on vous donnera aussi quelques autres parce que dans ce module 8. Dans le module 8, on parle aussi de l'identité professionnelle. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans l'exercice de votre profession, c'est voir et mesurer dans quelle mesure vous vous sentez, vous préférez porter le chapeau du professionnel ou le chapeau que vous a confié votre employeur. Ça, c'est intéressant aussi. Je dirais que ce qu'on appelle l'identité professionnelle, votre propension à vous sentir proche ou représenté par votre ordre professionnel,
cette identité-là, hein, le fait de dire, moi, je suis un ingénieur ou je suis un chimiste et je fais partie d'un ordre professionnel, il sera à son sommet, euh, peut-être à la fin, d'ici les 20 prochaines minutes, vous devriez peut-être être à votre sommet. Sinon, peut-être d'ici la fin du cours, lorsque vous allez faire votre examen, vous allez dire, ah, voilà, moi, là, je suis un professionnel. euh, et je fais partie d'un système, je vais bientôt faire partie d'un système professionnel, je vais mettre la petite bague, puis voilà. Ce que les études empiriques nous démontrent, c'est que cette identité professionnelle là, que je tente savamment de construire avec vous, ben, cette identité va tranquillement s'effriter, sinon s'effacer au cours de vos premières années de travail. Hein, c'est-à-dire que cette tension-là que peut-être vous ressentez entre votre ordre professionnel puis votre employeur, typiquement, ce qu'on voit chez les professionnels en exercice, c'est que cette tension-là s'efface, puis elle est tranquillement remplacée par votre identité organisationnelle, par exemple, ou l'identité propre à votre employeur. Tranquillement, ce que je veux dire, c'est que tranquillement, vous allez arrêter d'être des professionnels pour être plutôt des employés de telle compagnie, puis tranquillement, vous allez adopter l'identité de la compagnie, les valeurs de la compagnie, les pratiques de la compagnie, les habitudes de la compagnie en question et de votre employeur. Donc ça, c'est quand même intéressant à constater parce qu'il y aura des conséquences parfois navrantes qui sont liées à tout ça. Hein? L'idée de protection du public qui, pour vous, tranquillement, j'essaie de travailler aussi là-dessus, sera de plus en plus chère et importante. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est que ce concept-là de protection du public rattaché à votre ordre professionnel, il tend à s'effriter tranquillement. Oui, c'est important de protéger le public, mais en même temps, c'est d'autant plus important, et ça deviendra de plus en plus grand, c'est d'autant plus important de protéger les intérêts de mon employeur, de promouvoir les valeurs de mon employeur, etc. Donc ça, c'est une réflexion qui fera la conclusion du module 8. Je vous invite à lire les textes qui sont associés à ça, notamment le rapport là, sur l'effondrement du viaduc de la Concorde, qui a réfléchi, entre autres, sur cette question de l'effritement de l'identité et des conséquences qui sont associées à cet effritement de l'identité professionnelle. À la fin du module 8, je vous rappelle les objectifs. À la fin, vous devriez être capable de reconnaître, identifier les problèmes éthiques rencontrés par le professionnel, mais surtout, parmi les problèmes rencontrés par le professionnel, de reconnaître le conflit de loyauté. Hein, donc, déjà, là, je vous expliquais un peu à quoi ça ressemble. Là. Parmi des problèmes éthiques, si je vous raconte des histoires, ce que je veux faire, là, c'est mettre des mots sur des situations que vous allez potentiellement rencontrer. Si je vous raconte une histoire, vous devriez être capable éventuellement, selon ce premier objectif-là, de dire « Ah, ça, c'est plutôt un conflit de loyauté. » Parce que plus tard, on va voir le conflit d'intérêt, qui est un autre problème, aussi important, je dirais, parfois plus important, mais qui est distinct du conflit de loyauté. Donc, vous devriez au moins minimalement être capable de distinguer l'un de l'autre. Et si je vous raconte une histoire, être capable de dire « Ah, ça, c'est un conflit de loyauté » ou « Ça, c'est plutôt un conflit d'intérêt », parce qu'il y a des pistes de solutions qui sont propres à l'un et à l'autre. Deuxième objectif, expliquer le principal dilemme auquel font face les professionnels lorsque ces derniers sont aussi des salariés. Donc, expliquer, décortiquer un conflit de loyauté, expliquer qu'est-ce qui se passe d'un côté, de l'autre, quelle est la forme d'autorité d'un côté, de l'autre, quels sont les différents documents normatifs propres au chapeau de l'employeur, du salarié plutôt, quels sont les principaux documents normatifs propre au chapeau de professionnel. Donc, ce genre de détails-là, tranquillement, progressivement, et d'ici la fin du cours, ça devrait être maîtrisé. Et troisième objectif, identifier lorsqu'un professionnel est lié à un client par un contrat de travail. Parce que ça, c'est important aussi, ça va venir dans le module 8, le client. Pour votre ordre professionnel, là, quand on vous dit que vous avez des devoirs et obligations envers le public, le client et vos collègues, le client en question pour votre ordre professionnel,
c'est pas celui qui paye, hein, c'est souvent votre employeur. C'est le premier bénéficiaire de vos services. Donc, si vous travaillez, je ne sais pas, au MAPAC ou si vous travaillez pour Génivard, ou anciennement Génivard, on va dire, disons, SNC-Lavalin, votre employeur, c'est aussi votre principal client. Donc, ça, c'est important, là. Cette question-là du client est déjà intégrée dans votre code professionnel. On vous dit que vous devez servir votre client. Mais dans le module en question, vous verrez, est-ce que c'est plus important de servir le public ou le client? Comment on peut pondérer tout ça? Donc, ça fait partie des autres réflexions que j'ai plutôt abordées avec vous. Donc, dernier objectif, module 8, identifier lorsqu'un professionnel est lié par un client, un contrat de travail, hein, mais que les devoirs et obligations associés à ce contrat de travail sont en tension avec les devoirs et obligations associés à l'exercice de sa profession. Quels sont les devoirs qu'il doit considérer comme primordiaux et pour quelles raisons? Donc, ça semble long comme objectif, mais éventuellement, ce que vous devriez être capable de faire à la fin du module et à la fin de ce cours, c'est expliquer pourquoi vous devriez prioriser vos devoirs et obligations envers le public. Donc, je vous donne un cue. J'hésite entre mon employeur, j'hésite entre mon ordre professionnel. Typiquement, vous allez le voir, hein, la législation, la loi, la jurisprudence, la doctrine pointe plutôt du côté de la priorisation de vos devoirs et obligations envers le public. Pourquoi? Bien, c'est ce que vous allez voir dans le module 8. Et à la fin de ce module, vous devriez être capable de répondre à cette question. Pourquoi prioriser les devoirs et obligations envers le public, alors que vous êtes pris avec un contrat de travail qui a un certain poids? On le dit, un contrat, là, c'est la loi entre les parties. Là. Donc, ça le force de loi, un contrat de travail. Vous devriez avoir respecté cette allégeance-là envers votre employeur. Mais vous avez aussi une allégeance envers votre ordre professionnel. Comment prioriser l'un par rapport à l'autre? C'est le genre de questions que je vous pose dans ce module et c'est le genre de questions auxquelles vous pourrez répondre lorsque vous aurez terminé ce module. C'était ce que je voulais voir avec vous. C'était mon introduction à ce cours. En gros, on traite dans ce module 8 d'une des questions les plus importantes associées à l'exercice de votre profession, ce conflit de loyauté propre à l'exercice de la profession. C'est un problème intrinsèque. Vous ne pourrez pas échapper à ce problème-là. Dès lors que vous êtes salarié et que vous êtes membre d'un ordre professionnel, vous êtes pris avec ce genre de problème et vous devrez trouver des réponses et des pistes de solutions à ce genre de problème. Et il est temps, dès maintenant, de vous exercer pour résoudre ce genre de problème. Sinon, ce sera tout pour cette semaine. On ne lâche pas. Je sais que ça va vite, cette session d'été. Nous sommes déjà au module 8. Il y en a 12. On ne lâche pas. Il y a plusieurs travaux qui s'en viennent. Si vous avez pris du retard sur les forums de discussion, je vous invite à y participer rapidement. Ça va vite. On ne lâche pas. Prenez soin de vous. Reposez-vous un peu. Prenez soin de vos proches. Puis à bientôt. Bye bye.